C'est le début de la deuxième partie de notre module sur la gestion d'actifs passifs qui analyse l'impact des variations de taux d'intérêt sur le revenu net d'intérêt d'une institution financière et sur sa valeur nette. Nous vous rappelons que cette deuxième partie contient les deux chapitres. Le chapitre 3 décrit les lignes directrices du comité de Bâle pour la mesure et la gestion du risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire. Et le chapitre 4 qui contient le quiz. Ce chapitre 3 passe en revue les directives du comité de Bâle pour la mesure et la gestion du risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire et en particulier le modèle standardisé du comité pour la mesure de ce risque. Bâle permet aux banques de mettre en œuvre un modèle de risque de taux d'intérêt conçu en interne, axé sur soit l'approche de réévaluation, soit l'approche de la duration présentée dans les chapitres précédents, sujette, comme d'habitude, à des normes minimales et des audits réglementaires. Alternativement, le modèle standardisé est disponible pour les petites institutions n'ayant pas le savoir-faire, les systèmes, les données et le personnel pour concevoir leur propre modèle interne. Nous résumons les mécanismes de ce modèle standardisé en utilisant notre exemple précédent d'un bilan simplifié. Pour plus de détails sur les principes de la gestion et la surveillance du risque des taux d'intérêt, généralement établis par le comité de Bâle, vous pouvez consulter le site web de BIS. Les principes suivants régissent le modèle standardisé. Tous les actifs et les passifs dans le portefeuille bancaire et tous les éléments du hors-bilan dans le portefeuille bancaire, sensibles aux variations des taux d'intérêt, y compris tous les dérivés de taux d'intérêt, sont insérés dans une structure d'échelle comprenant un nombre d'intervalles de temps conçus pour refléter de manière significative la nature du risque de taux d'intérêt au sein de chaque marché bancaire national. Des échelles de maturité distinctes sont utilisées pour la comptabilisation de chaque devise de plus de 5% des actifs ou des passifs du portefeuille bancaire. Les éléments du bilan sont enregistrés à leur valeur comptable. Les instruments à taux fixe sont insérés dans le tableau d'échéance en fonction de leur durée résiduelle jusqu'à l'échéance. Les instruments à taux variable sont insérés selon le temps restant de leur prochaine date de réévaluation. Les expositions qui créent des problèmes de traitement pratique en raison de leur grand nombre et relativement des petits montants individuels tels que les versements ou les prêts hypothécaires peuvent être insérés sur la base des méthodes d'estimation statistiquement prises en charge. Les dépôts de base sont insérés en fonction de la maturité anticipée, ne dépassant pas 5 ans. Les superviseurs nationaux fournissent des conseils comment les éléments sont insérés dans la structure d'intervalle du temps, y compris les dépôts à vue,
et les comptes d'épargne avec la maturité comportementale ou la réévaluation qui diffère de l'échéance contractuelle ou des termes de réévaluation. Les instruments dérivés sont décomposés dans les positions de sous-jacents appropriées. Les contrats futurs et forward, y compris les Forward Rate Agreements, qu'on appelle FRA, sont traités comme des combinaisons des positions longues, courtes, de la manière décrite dans les chapitres précédents. Les swaps sont décomposés en positions notionnelles, longues, courtes, de la façon décrite dans les chapitres précédents. Les legs, séparés des swaps de devises, sont insérés dans le tableau d'échéance correspondant pour chaque devise concernée. Finalement, les options sont considérées en fonction du montant équivalent du delta du sous-jacent ou du notionnel sous-jacent. Le processus de calcul se compose de 5 étapes. Première étape. Nous compensons les positions longues et courtes dans chaque intervalle de temps et résultant en une seule position courte ou longue pour cet intervalle. Deuxième étape, nous pondérons ces positions résultantes longues ou courtes par un facteur désigné à refléter la sensibilité de chaque position dans chaque intervalle de temps d'un déplacement de la courbe de taux anticipé. Les facteurs de pondération pour différents intervalles de temps sont répertoriés dans la feuille de calcul bilan simple BRI que nous allons utiliser dans un instant. Ces facteurs sont issus de mouvements parallèles supposés de 200 points de base tout au long de la courbe, combinés avec un indicateur de la duration modifiée des positions situé à mi-parcours de chaque intervalle de temps et suppose actuellement un rendement de 5%. Troisième étape. Nous additionnons ces positions pondérées résultantes en compensant les positions longues et courtes, conduisant à la position pondérée nette, courte ou longue pour le portefeuille bancaire dans la devise en question. Quatrième étape, nous calculons la position pondérée de l'ensemble du portefeuille bancaire en additionnant les positions pondérées nettes, courtes et longues, calculées pour différentes devises. Cinquième étape, nous rapportons au capital la position pondérée de l'ensemble du portefeuille bancaire. Une remarque importante à noter, que Bâle n'a pas encore imposé une limite quantitative particulière sur ce ratio. Le modèle standardisé sert vraiment comme une feuille de route pour les superviseurs nationaux pour les aider à surveiller le risque des taux d'intérêt du portefeuille bancaire et leur laisse le soin de déterminer s'il convient d'imposer des tests quantitatifs ou des limites. Dans cette feuille de calcul intitulée Bilan simple BRI, nous appliquons ce modèle standardisé de notre bilan simplifié précédent. Deux instruments dérivés ont été ajoutés pour rendre l'illustration plus complète. Un swap de taux d'intérêt avec un notionnel de 100 millions de dollars en vertu duquel la banque
paye Libor 6 mois et reçoit un taux fixe de 4,395%. Un collar de 2 ans sur Libor 6 mois avec un notionnel de 80 millions de dollars composé d'un cap au prix d'exercice à 4,25% et d'un floor au prix d'exercice à 3,20%. Nous calculons le delta de chaque caplet individuel et de chaque floorlet individuel dans ces cellules. Les détails sur ces calculs de delta apparaissent dans la feuille de calcul prix du collar que nous n'allons pas utiliser aujourd'hui. Vers la droite de notre bilan, dans le tableau qui commence par J3, nous énumérons les entrées spécifiées dans le modèle standard, à savoir les intervalles de temps et les facteurs de pondération basés sur un déplacement parallèle prévu de 2% tout au long de la courbe et le proxy pour la duration modifiée décrite précédemment. Les actifs et les passifs sont insérés dans les deux tableaux en dessous. Les actifs apparaissent dans les cellules J21 jusqu'à R35 et les passifs dans les cellules J38 jusqu'à Q52. Le processus est simple et reste très similaire aux exemples montrés dans la section Analyse des gaps. S'il vous plaît, cliquez sur pause et assurez-vous que vous êtes à l'aise avec tout le contenu. Le dernier tableau, qui contient le tableau d'échéance pour les produits dérivés à partir de la cellule J55, mérite cependant quelques explications. La position de l'IRS de 5 ans est traitée de la même manière que dans l'analyse des gaps du modèle de réévaluation. La banque paye Libor 6 mois et reçoit un taux fixe. Ainsi, le swap est décomposé en une position longue obligataire de 5 ans à 0 coupon et une position courte obligataire de 6 mois à 0 coupon, chacune avec une valeur nominale égale au notionnel du swap de taux d'intérêt. Pour le collar, nous vous rappelons d'abord que caplet et floorlet sont insérés en fonction du montant équivalent au delta du sous-jacent. Le sous-jacent pour chaque caplet ou floorlet est le Libor forward fixé au début de la période appropriée et s'installe à la fin de cette période, qui est lui-même traité comme une position longue courte.
Un caplet devient une obligation longue à 0 coupon arrivant à échéance à la date de réinitialisation et une obligation courte à 0 coupon arrivant à échéance à la date de règlement. Et un floorlet devenant une obligation courte à 0 coupon arrivant à échéance à la date de réinitialisation et une obligation longue à 0 coupon arrivant à échéance à la date de règlement. Le notionnel de la valeur nominale de l'obligation dans chaque cas est le notionnel du collar. Nous avons donc inséré dans l'échelle de maturité chaque caplet comme une position obligataire longue à 0 coupon arrivant à une échéance au début de la période d'intérêt et une position obligataire courte à 0 coupon arrivant à échéance à la fin de cette période. Dans chaque cas, avec un notionnel égal au notionnel du collar, multiplié par le delta du caplet. Par exemple, le caplet d'un an devient une position obligataire longue de 6 mois d'une valeur nominale égale au delta multiplié par le notionnel du collar et une position obligataire courte de 12 mois de la même valeur nominale. De la même façon, chaque floorlet est inclus comme une position obligataire courte à 0 coupon arrivant à échéance au début de la période appropriée et une position obligataire longue à 0 coupon arrivant à échéance à la fin de cette période. Dans chaque cas, avec un notionnel égal au notionnel du collar multiplié par la valeur absolue du delta du floorlet. Nous utilisons la valeur absolue puisque nous avons déjà pris en considération le fait que nous sommes dans une position courte du sous-jacent LIBOR forward. Sous le collar, la banque a une position longue cap et courte floor. Ainsi, dans l'ensemble, les floorlets appropriés sont insérés dans l'échelle de maturité comme une position obligataire longue à 0 coupon arrivant à échéance au début de la période et d'une valeur nominale égale à la valeur absolue du delta multiplié par le notionnel du collar et une position obligataire courte à 0 coupon avec les mêmes caractéristiques mais arrivant à l'échéance à la fin de la période. Par exemple, pour le floorlet d'un an, nous montrons dans la cellule P59 la position obligataire longue 6 mois avec une valeur nominale égale à la valeur absolue du delta multiplié par le notionnel du collar. Et dans la cellule P60, nous montrons la position obligataire courte 12 mois avec les mêmes caractéristiques. Nous retournons maintenant à notre tableau du haut où nous montrons la position agrégée pour chaque intervalle de temps dans les cellules O4 à O16.
vous ne devriez avoir aucune difficulté à confirmer que chaque montant est simplement la somme des actifs moins les passifs plus les dérivés préalablement insérés dans l'intervalle de temps associé. Dans la colonne à droite, nous avons multiplié l'intervalle de temps, nous avons multiplié la position agrégée dans chaque intervalle de temps par le facteur de pondération précisé dans les cellules N4 à N16. La position nette pondérée du portefeuille bancaire apparaît dans la cellule P17 comme la somme des positions individuelles pondérées de chaque intervalle de temps. Finalement, nous traduisons cette position en un pourcentage du capital de la banque dans la cellule P18. Vous avez sans doute remarqué que la méthode normalisée est assez proche du modèle de duration, puisque les deux tentent de quantifier l'impact des déplacements de la courbe des taux sur la valeur nette de la banque. Passons maintenant au hors-bilan. Nous confirmons cette similitude par un test simple. Si nous établissons le notionnel du collar dans la cellule D25, à 0, et nous augmentons le notionnel de l'IRS dans la cellule D22 à 120 millions de dollars. Nous constatons que l'impact des fluctuations des taux se rapproche de 0, comme vous pouvez le voir dans la cellule P18. Un résultat raisonnablement en ligne avec le notionnel de 104 millions de dollars pour un swap de taux d'intérêt de 5 ans qui nous a permis d'immuniser les capitaux propres de la banque par rapport au déplacement de la courbe des taux à l'aide du modèle de duration du chapitre 2. Bien sûr, nous ne nous attendions pas que ces deux chiffres pour le notionnel du swap, c'est-à-dire 120 millions de dollars et 104 millions de dollars, correspondent exactement, étant donné le nombre important de raccourcis pris par le modèle standardisé dans l'intérêt de la simplicité. Nous concluons ce chapitre par une brève discussion des approches de simulation, de plus en plus utilisées par les institutions financières qui gèrent les instruments financiers sophistiqués avec des profils de risque complexes. Les concepts clés derrière ces approches sont similaires à ceux sous les modèles que nous avons décrits dans ce module, mais en comptant davantage sur les techniques de simulation avancées, telles que la simulation Monte-Carlo, pour tenir compte d'un univers plus vaste de déplacements de courbes de taux, y compris les déplacements non parallèles, et en appliquant des détails plus précis aux différentes catégories des éléments du bilan et du hors-bilan. Cela inclut la simulation d'une variété de scénarios pour des dépôts s'enfuyant, des options de remboursement anticipées, des projets de business plan approuvés et des stratégies de marketing afin d'évaluer leur impact dynamique sur le bilan
sous une variété de scénarios de taux d'intérêt. Nous arrivons à terme du chapitre 3 et nous entamons le chapitre 4 comprenant le quiz final.